les trois piliers incontournables d'un entraînement qui produit des vrais résultats. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs choses qui importent pour avoir une bonne réponse d'entraînement et une bonne récupération. Et ce que je constate, c'est que la majorité des gens vont réussir à avoir un bon entraînement dans un des piliers, des fois deux, mais rarement dans les trois. OK? Puis dans le fond, ce que je veux faire ici, c'est expliquer c'est quoi la différence entre chaque pilier, puis c'est quoi qui est important d'apprendre pour vraiment avoir les meilleurs résultats possibles de notre entraînement. Donc, j'aime ça illustrer les choses sous la forme de dessins visuels parce que je me suis rendu compte que les gens établissent de meilleurs liens, se souviennent plus de l'information de cette manière-là. Chaque côté d'un triangle va être un pilier ici et les trois sont essentiels. Le premier, c'est l'intensité. L'intensité, c'est un terme qui est mal compris en entraînement. Souvent, la majorité des gens vont penser que intensité égale difficulté. Dans ce contexte-là, un Ironman serait quelque chose de très intense. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est très difficile, mais l'intensité est extrêmement faible parce que en entraînement, l'intensité, ça signifie le pourcentage, si on veut, de contraction musculaire volontaire qu'on est capable de faire. Donc, par exemple, l'intensité la plus élevée serait, par exemple, dans le powerlifting, quand quelqu'un va faire une compétition et va aller chercher vraiment son one rep max. Ça, c'est l'intensité la plus élevée qu'il peut avoir parce que c'est impossible qu'il fasse 2 répétitions avec cette charge-là. Okay? À l'inverse, tout ce qui va être, par exemple, sport d'endurance, de très longue durée, ben, le pourcentage d'intensité est très, très faible. Par exemple, quand on fait de la course, ben, on va pas atteindre l'échec musculaire après un pas, right? Ça va nous prendre souvent des heures. T'sais. Donc, ça, c'est à l'autre extrême du continuum d'intensité. Donc, ce qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est être capable de sélectionner les bonnes charges selon ce qu'on veut accomplir de notre entraînement, en comprenant, en premier, le continuum d'intensité. Donc, le continuum d'intensité, c'est ce que je viens d'expliquer. Si j'ai 5 répétitions à faire, si j'ai 12 répétitions à faire sur mon exercice, c'est quoi les charges qu'il faut que j'utilise? C'est là que bien utiliser l'intensité rentre en ligne de jeu. Aussi, de comprendre c'est quoi la charge qu'il faut que j'utilise pour faire en sorte que j'ai, par exemple, un effort maximal ou en tout cas un effort qui va stimuler une adaptation. Donc, par exemple, si on a 5 répétitions à faire, puis on utilise une charge qui nous permettrait d'en faire 10 et qu'on ne fait pas beaucoup de volume de cette manière-là, on n'aura pas de réponse d'entraînement. Donc, de bien sélectionner l'intensité va aussi donner l'impression que c'est intense, que c'est difficile parce qu'on va bel et bien sélectionner une charge qui est appropriée selon ce qu'on est censé faire. Une autre chose qui est importante dans ce volet-là, c'est de faire un suivi de nos performances sur les mouvements primaires. Les mouvements primaires, c'est les mouvements classiques en entraînement, le squat, le deadlift, le bench press, tous les mouvements multijoints qui vont souvent revenir dans un programme d'entraînement. Parce que non seulement c'est des exercices qui sont payants pour développer de la masse musculaire parce qu'il y a beaucoup de groupes musculaires impliqués aussi pour développer de la force, mais il y a aussi qu'on va être capable de voir est-ce que je deviens plus fort, est-ce que je deviens plus endurant, est-ce que mes performances s'améliorent au fil du temps. Puis si on a toujours des exercices différents, puis qu'on répète jamais certains patterns communs, on ne peut pas savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne vraiment. Donc, en quelque part, il faut avoir une certaine régularité dans certains exercices et pouvoir faire des comparatifs, voir est-ce que j'ai une amélioration de ma performance. À moins de faire des tests à part de notre programme d'entraînement, chose que pratiquement personne fait, mais c'est sûr que pour des athlètes, il y a certains tests plus spécifiques qui vont refaire à certaines périodes pour voir s'il y a bel et bien une progression, mais pour la majorité des gens qui veulent devenir forts de manière générale et gagner de la masse musculaire, ils font pratiquement jamais ça. Donc, ce qu'on peut faire, si on ne veut pas avoir rajouté des tests en plus de notre programme d'entraînement, c'est de planifier certains exercices qui vont revenir de manière récurrente,
pour pouvoir voir, OK, j'ai une progression sur ces exercices-là. Donc, il faut connaître les mouvements primaires et bien savoir sélectionner les charges. Puis, une autre chose importante à apprendre, c'est pour les gens plus avancés, mais comprendre nos biomarqueurs. Les changements physiologiques qu'il peut y avoir dans notre corps, ça peut être hormonal, ça peut être au niveau des neurotransmetteurs. Souvent, ça va s'extérioriser par des symptômes. Donc, ça peut être des symptômes de fatigue, ça peut être des symptômes d'élévation de l'appétit. Il peut y avoir plusieurs symptômes. Ça peut affecter le sommeil aussi. Donc, des changements dans ces biomarqueurs-là vont être associés souvent à une incapacité du corps à s'adapter à un certain stimuli. Donc, il faut comprendre, par exemple, en intensité, il faut finir par apprendre c'est quoi les types de changements qu'on va avoir quand on est surentraîné en intensité. Parce que c'est pas la même chose si on est surentraîné en volume. Donc, quelqu'un qui va faire, par exemple, trop d'entraînement aérobique et va dépasser sa capacité d'entraînement, va pas forcément avoir la même réponse que quelqu'un qui va simplement trop surcharger son système nerveux avec de l'entraînement en force. Donc, quand on est plus avancé, c'est quelque chose qu'il faut commencer à comprendre pour savoir, OK, là, c'est le temps de faire un deload de mon intensité. De l'autre côté, il y a le volume. C'est quoi le volume? C'est la quantité totale d'entraînement qu'on va faire. Les deux vont être toujours inversement proportionnels. Donc, quand je parlais tantôt du continuum d'intensité, à un extrême, tu vas avoir le powerlifting. Et à l'autre extrême, tu vas avoir les sports d'endurance extrême. Donc, si on parle du nombre de répétitions faites dans un entraînement de powerlifting, il va y avoir très peu de nombre de répétitions totales parce que l'intensité est très élevée. Ils vont faire des séries souvent de moins de 5 répétitions sur la majorité de leur lift. Mais si on va à l'autre extrême, un entraînement d'endurance, là, si on dit qu'un pas, c'est une répétition, là, ils vont faire des milliers de répétitions. Chose qu'un powerlifter ne pourra jamais faire avec le pourcentage d'intensité qu'ils utilisent ici. C'est ça la différence entre les deux, puis c'est pour ça qu'ils sont inversement proportionnels. Maintenant, c'est quoi qu'on veut apprendre? On veut apprendre, premièrement, à éliminer le volume poubelle. Le volume d'entraînement qu'on fait qui est pas nécessaire, okay? qui produit pas forcément de résultats. Souvent, pour la majorité des gens, il faut commencer par enlever des choses. Parce que c'est vraiment un problème quand quelqu'un nous arrive et s'entraîne déjà trop. Parce que là, il est déjà dans un état de surentraînement ou de sous-récupération plutôt. Et là, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Est-ce qu'on ajoute du volume ou on en diminue? Étant donné que la personne est déjà en sous-récupération, c'est que là, si on fait le test d'en augmenter, de mettre plus de volume, ça fonctionne pas, c'est que là, on peut dire, je vais essayer de l'augmenter encore parce que ça fonctionne pas. Alors que si on réduit à un dosage minimal efficace, c'est que là, on va être capable de savoir que, OK, il faut en faire plus ou il faut en faire moins. Donc, généralement, je vais réduire le volume d'entraînement. On va tester pendant un bloc d'entraînement. Puis là, on va voir, est-ce qu'on a les résultats qu'on veut? Oui, on va continuer comme ça. Si on n'a pas les résultats qu'on veut, puis qu'on regarde les biomarqueurs, que tout semble bien aller, que la personne n'a pas la progression qu'on veut, puis que c'est pratiquement impossible que c'est parce qu'elle a trop de volume d'entraînement, là, on va se permettre d'en augmenter. Okay? Mais on ne va jamais commencer avec une quantité d'entraînement qu'on n'est pas certain que la personne peut récupérer parce que là, s'il n'y a pas de résultat, on ne sait pas quoi faire. Puis là, c'est que si on ne va pas dans la bonne direction, on va empirer son cas. Donc, il faut trouver le dosage minimal efficace. Puis ça, encore là, pour les gens plus avancés, de comprendre les biomarqueurs et de les appliquer va aider. Donc, si, par exemple, le sommeil devient problématique, il y a une grosse élévation de l'appétit qui n'allait pas, même si on ne change pas l'apport calorique, etc., là, c'est des signes que, OK, il se passe peut-être quelque chose, il faut réviser, soit essayer de supporter la récupération le plus possible, ou sinon, ça veut dire qu'on a dépassé le volume que la personne peut prendre, il va falloir le diminuer encore davantage. Donc, ça, c'est l'autre point qu'il faut bien maîtriser. Et ici, j'ai mis l'exécution en dessous de tout ça parce que l'intensité et le volume ne servent absolument à rien si l'exécution n'est pas bien maîtrisée. Donc, d'utiliser le continuum d'intensité sur un mouvement qui n'est pas fait de la bonne manière ou sur un mouvement qui va se détériorer quand on augmente le continuum d'intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas rare que les gens vont pas avoir une assez bonne exécution. Donc, quand on augmente la charge, le mouvement change. Et plus on l'augmente, plus le mouvement change. Donc ça, c'est un réel problème et ça sert absolument à rien d'essayer d'utiliser le continuum d'intensité
si l'exécution est pas bien maîtrisée. Même chose pour les performances sur nos mouvements primaires. Ça veut rien dire si on voit une performance, mais que plus la performance maximale de la personne augmente dans le temps, plus son amplitude au bench diminue, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut maîtriser l'exécution d'exercice. La première chose, c'est vraiment de standardiser les tempos. Okay? Parce que si la personne, selon le continuum d'intensité, le tempo change, donc on donne 10 répétitions, la personne est capable de le faire avec un bon contrôle, mais moindrement qu'on descend en 5, elle fait ça super rapidement parce que elle essaie de mettre une charge qui est plus élevée, par exemple, que son 5 RM, ben là, c'est un problème. Donc, il faut standardiser et savoir maîtriser les tempos. Aussi, tu sais, de ne pas avoir une bonne exécution d'exercice, ça va venir affecter aussi le volume. Parce que si, par exemple, il y a de l'instabilité dans un mouvement, il va falloir faire plus de volume pour fatiguer le groupe musculaire qu'on veut vise, okay, qu'on veut fatiguer. Mais ça, c'est du volume poubelle. Ça, c'est du volume supplémentaire qui vient élever davantage les hormones de stress qui, s'ils sont trop élevés, vont nous amener dans un état de sous-récupération. Mais cet état-là va élever des hormones de stress comme le cortisol, qui a la capacité de diminuer la sensibilité à l'insuline en maintenant un sucre sanguin chroniquement élevé. Le cortisol peut aussi faire en sorte que la conversion de nos hormones thyroïdiennes, T4, T3, va être moins efficace. Ça peut élever une hormone qui s'appelle la ART3, qui est un frein métabolique. Donc, tout ça peut faire en sorte que ça vient même affecter notre métabolisme au niveau thyroïdien, ce qui va faire en sorte que notre métabolisme va être plus bas. Là, quelqu'un qui veut améliorer sa composition corporelle va avoir des problèmes dans ce cas-là. Donc, d'avoir une mauvaise exécution peut même mener à une certaine augmentation du volume poubelle, si on veut. C'est qu'on n'a pas, on va finir nos entraînements sans avoir le stimuli qu'on veut. Puis souvent, les gens qui sont dans cette catégorie-là vont finir leur entraînement puis ils n'auront pas l'impression que ça a été payant. T'sais. Ils vont pas sentir qu'ils ont un muscle qui est très fatigué. C'est normal parce qu'il y a tellement eu de compensation puis d'instabilité dans leur mouvement que plein d'autres muscles sont venus contribuer à déplacer la charge. Donc souvent, ces gens-là vont rajouter plus de volume. Ça va être typiquement eux qui vont demander de rajouter quelque chose à la fin de leur entraînement pour sentir qu'ils ont travaillé, ce qui vient élever, encore une fois, le volume poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien maîtriser l'exécution? J'ai parlé du tempo, donc d'avoir un tempo contrôlé, ça l'aide énormément pour la proprioception, pour comprendre où, dans un mouvement, peut-être qu'on a des instabilités, des compensations, et là, mettre plus d'emphase à apprendre, OK, à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ça se peut qu'il faut que je serre le sol avec mes pieds, que je sorte mes genoux, que peut-être qu'il faut que je change l'amplitude de mon mouvement, que je fasse une élévation au niveau de mon talon sur le squat parce que c'est mon genou qui m'empêche de... Il y a plein de raisons, mais si on va rapidement dans nos mouvements, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il y a le problème dans le mouvement. Donc, le tempo, je dirais que c'est vraiment la première chose. Après ça, d'apprendre l'anatomie fonctionnelle. Donc, la majorité des gens qui sont avancés en entraînement savent sur tous les exercices, c'est quoi les muscles principaux qui sont impliqués et c'est quoi les fonctions de ces muscles-là. Donc, on peut en apprendre énormément sur l'anatomie fonctionnelle. Je ne dis pas que pour être en shape, il faut avoir un doctorat en anatomie, en physiologie, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une certaine base. Donc, on s'assure de bien montrer ça à nos clients. Puis, il y a le profil de résistance aussi, de comprendre le profil de résistance sur nos mouvements. Ça va faire en sorte que quand on sait sur tel exercice, c'est où qu'il y a le plus de tension, c'est où que c'est le plus difficile. Ben là, c'est que on est capable de se dire, OK, ben c'est à cet endroit-là que je vais mettre le plus de focus dans mon mouvement. Parce que quand on fait une série, on ne peut pas être super concentré 100% du temps. Souvent, notre concentration va aller à différents endroits. Mais si on sait, par exemple, que à tel endroit, dans tel mouvement, c'est tel muscle qui est le plus sollicité, ben là, on va se dire, OK, ben je me concentre sur ce muscle-là. Je me concentre à stabiliser toutes les autres articulations qui n'ont pas à bouger à cet endroit-là dans le mouvement. Quand on comprend l'anatomie fonctionnelle, les profils de résistance, l'exécution est grandement améliorée. Puis souvent, on va avoir plus de facilité à
bien sélectionner la charge à cause de ça. Parce que là, on va voir que, OK, quand j'augmente la charge dans cet endroit-là, dans l'exercice, ça marche plus. Donc, on est plus capable d'avoir une intensité adéquate. Aussi, quand il y a des méthodes spéciales, des fois, on va utiliser des méthodes qu'on veut surcharger certaines portions de l'exercice. Puis souvent, ça va être près de l'endroit dans l'exercice où c'est le plus difficile. Donc, si on comprend pas ça, ben là, ça se peut qu'on mette l'emphase pas au bon endroit dans le mouvement. Donc, c'est important d'apprendre ça. C'est pour ça que de la manière qu'on fait notre coaching, on va essayer d'éduquer les gens sur chacun de ces points-là, OK? Pour comprendre ces choses-là, pour avoir un entraînement qui est plus efficace. Donc, j'espère que ça va vous aider de comprendre chacun des piliers pour avoir un entraînement qui produit des vrais bons résultats. Alright? Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté.